Allez, venez, on parle de cinéma. Quand j'ai eu l'idée de ce thème pour une vidéo, je me suis dit, ça va être trop facile. Mais en fait, il y en a tellement de ouf que je me suis juste perdu tout seul. Et je te préviens tout de suite, hein. Oui, toi là, Jean-Kévin derrière ton clavier. Quoi? Il fait un top comédie US des années 80? Il parle même pas de Retour vers le futur ou Gremlins? Bah non, je vais pas parler de Retour vers le futur et Gremlins. C'est bien trop facile et évident pour tout le monde. Donc ce top concerne uniquement les 5 films que j'ai choisis pour cet épisode. Et il y aura largement de quoi en faire d'autres par la suite. Alors détends-toi. En plus, t'as vu, il parle trop mal. Tu vas lâcher ce clavier, bordel. Et c'est parti pour 5 comédies US des années 80. Allez, bande d'empotés! Eh bien, ça démarre bien. Allez, pressez les retardataires. Allons, bon Dieu! Police Academy nous raconte l'histoire d'une académie de police new-yorkaise qui, sous la pulsion du maire, ouvre ses portes à tout citoyen qui veut s'y inscrire sans examen au préalable. Le jeune et turbulent Carré Mahoney s'y voit envoyé sous la contrainte et fera tout pour s'en faire virer. Il y rencontrera une galerie d'individus tous plus loufoques les uns que les autres. Sorti en 1984, il est réalisé par Hugh Wilson, dont on se souviendra surtout pour Police Academy qui sera son premier film. Le film a néanmoins lancé la carrière de plusieurs acteurs comme Steve Guttenberg, qui jouera l'année suivante dans l'excellent Cocoon de Ron Howard et enchaînera avec une 50aine de films dont le dernier en date est Rifki's Festival de Woody Allen sorti en 2020. Kim Cattrall quant à elle jouera 2 ans plus tard dans Les Aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin de John Carpenter et sera surtout connue pour son rôle de la quadragénaire croqueuse d'homme Samantha Jones dans la série Sex and the City. Série à succès qui aura même droit à une préquelle toute pourrie en 2012, La fin du monde, annulée après seulement 2 saisons. La fin du monde. Toute ton histoire. Toute mon histoire. D'accord, je vais vous la dire. En 9e, j'ai triché à la compo d'histoire et géographie. En 8e, j'ai fauché la moumoute de mon oncle Masque et je l'ai collée sur ma figure. Les Goonies se passent à Astoria en automne 1985. Alors que les terribles Fratelli s'évadent de prison, Mickey, Choco, Bagou et Data, une bande de copains, trouvent dans le grenier du premier une vieille carte au trésor menant au pirate Willy le Borgne. Alors que leur quartier va bientôt être rasé par le promoteur Elgin Perkins pour être remplacé par un terrain de golf, les garçons décident de se mettre à la recherche du butin pour éviter la destruction de leur maison. Bientôt rattrapés par Brand, le frère de Mickey, et de 2 amis, Steph et Andy, les Goonies se rendent compte que le point de départ de leur périple se trouve dans un vieux restaurant en bordure de la mer, sans savoir que l'endroit est déjà occupé par les Fratellis en cavale. Le film, sorti en 1985, est réalisé par Richard Donner, qui nous avait déjà pondu La Malédiction en 1976 et Superman en 1978, et qui fera L'Arme Fatale en 1987. De toutes petites productions qui n'auront absolument pas marqué l'histoire du cinéma, et qui réalisera ici le fantasme de tous les enfants, devenir influenceur. Ah non, attends. Non, c'est pas ça. Ah non, c'est tous les enfants dans les années 80. Vivre une aventure à la Indiana Jones et découvrir un trésor de pirates perdus. Elle a changé la jeunesse quand même. Hein. Le film lancera plusieurs carrières. Enfin surtout une, celle de Josh Brolin. Trop de bons films et pas assez de temps pour en parler ici, mais que les plus jeunes connaîtront pour être Cable dans Deadpool 2 ou Thanos dans les Avengers. Malheureusement pour les autres, c'est pas trop ça. Corey Feldman, promu à un bel avenir, rejoindra le club des enfants stars déchus avec Edward Furlong ou Macaulay Culkin. Sean Astin attrapera un peu le coup avec son rôle de Sam Gamgee dans Le Seigneur des Anneaux, mais n'arrivera pas non plus à capitaliser dessus et n'obtiendra que de petits rôles dans des petits films ou séries. Kei-Ho Kang, qui s'est fait remarquer l'année précédente en jouant dans Indiana Jones et le Temple Maudit, quasi disparaîtra du cinéma et va réapparaître en 2022 pour jouer dans le génialissime Everything Everywhere All at Once et viendra carrément choper l'Oscar du meilleur second rôle masculin à la cérémonie de 2023. Alors celle-là, c'est clair, personne l'avait vu venir. Petit fun fact, Donner avait caché le bateau de Willy le Borgne aux acteurs jusqu'au tournage de la scène de découverte, et la scène fut tournée en temps réel pour avoir la réaction d'émerveillement la plus naturelle et pure possible. Et c'est donc celle qu'on verra à l'écran dans le montage final. And they told me again and again, there is only one river, there is only one sea, and it flows. Ted Striker, un ancien pilote de chasse pendant la guerre devenu un vétéran traumatisé, et chauffeur de taxi. Ayant perdu son escadrille 6 ans auparavant dans un raid désastreux au cours de la guerre, Ted se rend depuis coupable, ce qui crée chez lui une peur pathologique de piloter à nouveau. Tentant de reconquérir son ex devenue hôtesse de l'air, il achètera un billet d'avion pour tenter de la convaincre de lui laisser une nouvelle chance, profitant du vol pour passer un peu de temps avec elle. Mais lorsqu'une intoxication alimentaire tuera les pilotes, il va devoir tout faire pour vaincre son traumatisme et ramener l'avion et tous ses passagers sains et saufs sur la terre ferme. Comment
parler de comédie américaine des années 80 et ne pas citer au moins un film des As. C'est avec ce film que Zucker, Abraham Zucker, considérés comme les rois de la parodie, ont réussi à imposer leur style et leur humour, un humour qui mêle détournement, gag potache, sens du détail qui tue et répliques débiles prononcées avec le plus grand des sérieux par les comédiens. Ce qui est magique au premier visionnage d'un film des As, c'est que tu vois jamais arriver la vanne alors qu'elle est déjà probablement devant tes yeux. L'humour Zaz est devenu une référence et de nombreux films sont encore influencés par eux. Chez les vidéastes par exemple, on retrouvera la majorité de l'humour de JDG qui pratique purement l'humour Zaz. Le film nous révélera quelques acteurs puisqu'il lancera la carrière de Robert Hayes, dont c'est le premier film, et qui sera surtout connu pour la série Starman sortie 6 ans plus tard, en 1986. Ou encore de Julie Agarty, pour qui ça sera aussi le premier film, dont la carrière est toujours active aujourd'hui et qu'on aura pu voir dans U-Turn d'Oliver Stone. Ce sont les As qui révéleront au monde le potentiel comique du génialissime Leslie Nielsen, puisqu'habitué à des rôles plus sérieux dans ses 31 premiers films, il enchaînera avec la série des Y a-t-il un flic et principalement d'autres comédies, et décédera en 2010 après plus d'une centaine de films à son actif. On y retrouvera aussi Peter Graves, qui n'est d'autre que les légendaires Jim Phelps de la série Mission Impossible. Quoi? On fait une collecte parce que Ferris Bueller a besoin d'une greffe de rein. Ça coûte au moins 20 briques, alors si tu veux contribuer, ce serait gentil. Tu peux aller te faire voir chez les papous. Comment tu dis là? J'en ai rien à foutre! Hey! Ferris Bueller, un adolescent populaire et charmeur, mais aussi canc invétéré, vivant dans la banlieue aisée de Chicago, décide un beau matin de se prendre une journée de congé. Peu d'obstacles lui résistent lorsqu'il a une idée en tête. Se faisant passer pour malade, il sèche les cours et débauche pour la journée son meilleur ami Cameron, un jeune homme hypocondriaque et défaitiste, ainsi que Sloane, sa petite amie. La folle journée de Ferris Bueller est réalisée par John Hughes en 1986. J'adore les films de John Hughes. Le thème des films de Hughes est principalement le mal-être et le questionnement des jeunes sur leur avenir pendant la phase d'adolescence. Des films extrêmement bienveillants dont le message est toujours l'espoir. Thème qu'on trouvera dans des films comme The Breakfast Club ou 16 bougies pour Sam. On y retrouvera dans le rôle de Ferris Matthew Broderick, dont la carrière fut lancée par Wargame 3 ans plus tôt et toujours active aujourd'hui. Alan Ruck, dont ce sera le 3e film, poursuivra une belle carrière aussi. On aura pu le voir dans Speed en 1994 ou Twister en 1996. Mia Sara aura quant à elle une carrière plus modeste, mais recevra quand même le prix du meilleur second rôle féminin en 1995 par l'Académie des films de science-fiction, fantastique et horreur pour son rôle dans Time Cop. Pourquoi pas? Avant de passer au numéro 1 de cette liste, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu, ça soutient énormément la chaîne. Il est donc temps de passer au numéro 1, mais juste avant, une petite question. Je vous ai déjà dit que j'aimais les films de John Hughes? On croyait que c'était les toilettes des filles. Excuse-nous. Ah, désolé, y a que des garçons ici, nous deux. Qu'est-ce que vous faites ici? Moi rien, mais Gary était en train de faire caca. Oh non, c'est pas ce que je voulais dire. Une créature de rêve se passe à Shermer dans l'Illinois, où Gary et Wyatt sont deux adolescents sujets aux moqueries à l'école et sans succès auprès des filles. En regardant le film Frankenstein, Gary eut l'idée de créer une femme artificielle à l'aide de l'ordinateur de Wyatt. Le résultat est Lisa, une superbe jeune femme qui s'avère très délurée et dotée de super pouvoirs. Afin de les amener à se prendre en main et à retrouver confiance en eux-mêmes, Lisa emmène les deux amis dans une suite d'aventures fantastiques et complètement barrées. Le film est sorti en 1985 et est réalisé par John Hughes. Sans déconner, on y retrouvera Anthony Michael Hall, dont la carrière a été en partie lancée par John Hughes, puisqu'il enchaînera entre 1984 et 1985 16 bougies pour Sam, The Breakfast Club et Une créature de rêve. Et j'avais aussi kiffé dans la série Dead Zone diffusée entre 2002 et 2007. On y retrouvera aussi la magnifique Kelly LeBrock, source de fantasmes pour toute une génération. Non, pas moi. Dont la carrière n'a pas vraiment décollé et se finira en 2011. Et accessoirement, l'ex-femme de Steven Seagal. Ça calme tout de suite, hein. Même destin pour Ilan Mitchell Smith, dont la carrière ne décollera jamais. Dans les rôles secondaires, par contre, c'est autre chose, puisqu'on y retrouvera Bill Paxton et le tout jeune Robert Downey Jr., dont les carrières seront riches de petits chefs-d'œuvre. Pour ceux qui me connaissent, c'est pas vraiment une surprise d'avoir mis ce film en numéro 1, étant donné que c'est ma comédie préférée ever. J'espère que ce top vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, pouce bleu, mettez votre top dans les commentaires et ciao!